Salut, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais montrer comment déployer une application Next.js sans Vercel de A à Z. C'est une problématique que je vois pas mal passer sur Twitter, avec notamment Melvin qui avait indiqué que personne n'avait fait un tutoriel en français pour l'auto-hébergement à 100% de Next.js sur YouTube. J'avais déjà vu passer le message début juin, mais j'avais pas encore le matériel, je savais pas comment je voulais le présenter sur YouTube, et du coup c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps. Les prochaines fois, si jamais des sujets sont à aborder, n'hésitez pas à me le dire et je tâcherai de faire un peu plus vite. Pour le plan de cette vidéo, dans un premier temps, on va faire une petite introduction technique qui nous permettra de visualiser ce qu'on va faire. On fera le déploiement du VPS, on mettra notre application en Docker, on connectera notre VPS au nom de domaine et en bonus, on fera le static HTML export. Donc, quelle différence entre le Docker Image et le static HTML export, pardon. En fait, c'est deux solutions de déploiement de Next.js différentes. Celle-ci, du coup, c'est dans un Docker et ça permet les server-side action et toutes les fonctionnalités que Next permet. Par contre, la static HTML export, elle est beaucoup plus simple. Ça génère un dossier, mais le problème de ce dossier-là, c'est qu'il n'y a pas de backend et donc on ne peut pas faire de server action. Donc c'est pour ça que pour certaines personnes, le static HTML export, ça suffira. Mais pour beaucoup de personnes qui utilisent les server actions, il faudra faire avec la Docker Image. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, je vais tout faire. Et à la fin, ce sera très rapide de faire le static HTML export pour terminer. Pour passer brièvement sur certaines notions techniques, donc le provider VPS, ça va être notre serveur. Et un serveur, il faut voir ça comme un ordinateur qui est allumé H24 et qui a son adresse IP. Un nom de domaine, c'est juste un enregistrement qui pointe vers une adresse IP. Et donc lorsque je vais faire littlenuage.com, je vais en fait aller questionner le serveur puisque j'ai mis la même IP. Pour les Docker, il faut voir ça comme une boîte dans laquelle on a déjà tout installé. Et lorsqu'on va déployer notre Docker, la machine host ne va pas se soucier de qu'est-ce qu'il y a dans le Docker. Et donc du coup, ça va faciliter parce qu'on n'aura pas besoin d'installer Node ou n'importe quel autre package dont a besoin notre application pour tourner. Et donc tout ça sera encapsulé dans une petite boîte. Et il suffira de lancer cette petite boîte sur un, un ordinateur qui a Docker pour lancer notre application. Et du coup, c'est cool parce que notre application, elle est vraiment encapsulée, à, hum, facile à déployer et aussi pour la sécurité, c'est cool parce que tout est encapsulé. Donc voilà pour ce qui est de Docker. Maintenant, je voudrais présenter le reverse proxy. Donc là, on a un serveur et dans ce serveur, on a des applications. Le problème, c'est que chaque application, du coup, va avoir son port pour fonctionner. Donc ici, on aura un port, par exemple le port 82 pour fonctionner, et ici le port 83. Et il faudra ouvrir autant de ports qu'il y a d'applications. Et en plus, il faudrait aussi gérer les certificats. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser un reverse proxy. Donc ici, on a pareil notre serveur. À l'intérieur, on a installé un reverse proxy qui sera mis en fait dans un Docker, mais c'est un reverse proxy. Et dans le reverse proxy, on peut faire des configurations qui nous permettent de dire si tu as ce nom de domaine qui rentre, tu le rediriges sur un certain port. Donc là, par exemple, littlenuage.com, on va rentrer dans notre serveur qui va passer par le reverse proxy, qui va passer par le port 84 parce que dans la config, j'aurais dit tu rediriges sur le port 84 et on accédera à notre application. De la même manière ici, on a une autre application qui serait dans un Docker. Je tape dans Fabuleux, je passe sur Reverse Proxy et j'irai dans mon application. Donc tout ça, c'est une config qu'il y a dans le Reverse Proxy. Pour le static HTML export, ça va générer un fichier et de la même façon, si je veux que ce soit Fabuleux qui pointe dessus, ce sera une autre configuration, mais je pourrais lui dire que tu vas pointer sur un fichier. Donc on fera tout ça ensemble dans cette vidéo.
Là, on a l'architecture globale de ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc, les noms de domaine bien setup, le reverse proxy d'installer et la redirection avec la création des images Docker. Et une fois qu'on a fait ça, on a notre application Next.js qui est déployée. C'est long la première fois parce qu'il faut tout setup, mais le jour où vous aurez une seule application à rajouter, il suffira de rajouter l'application, rajouter l'entrée dans le reverse proxy et ce sera terminé. Ce qu'il y a de bien aussi avec les reverse proxy, c'est que, enfin pas les reverse proxy, mais ce reverse proxy là qu'on va choisir, qui va donc être Nginx Proxy Manager, si je dis pas de bêtises, de toute façon on le reverra après, c'est qui fait la gestion des SSL. Donc ça veut dire qu'on aura les certificats qui seront gérés pour nous. On n'aura pas à se soucier des certificats et donc on aura un site qui sera sécurisé avec le petit cadenas en haut. Voilà pour cette introduction. Maintenant, on va passer à la pratique avec le déploiement du VPS. Donc là, on se retrouve sur la page de OVH. Je vous laisse choisir ce qui vous semble mieux en termes de conf pour vous. Donc là, vous avez les serveurs dédiés qui coûtent forcément plus cher. Et sinon, vous avez les VPS qui sont moins chers. À voir ce dont vous avez besoin. Moi, je vais prendre juste un 2 Go parce que c'est pour un seul site et je compte pas le garder. Donc, on va se mettre en distribution Ubuntu. En mode Europe pour moi, mais ça c'est vos choix à vous, et moi je vais me mettre sans engagement. Je vais continuer à dérouler le formulaire jusqu'à arriver à la partie configuration, parce que là c'est toute la partie paiement, et ça vous n'aurez pas besoin de moi. Je vais revenir juste sur les parties de configuration, et du coup ça m'évitera de m'embêter à flouter ou quoi des solutions de paiement, et on se retrouve sur les parties qui demandent de la configuration. Lorsque vous aurez payé et que vous allez sur votre compte, vous aurez donc la commande qui a bien été prise en compte et là, on peut voir le suivi de la commande afin de s'assurer que la commande a bien été prise en compte et il faut attendre maintenant que OVH déploie bien, notre, VPS. Lorsque l'enregistrement sera effectué, vous allez recevoir donc un mail qui vous invite à, générer un mot de passe. Donc ici, j'ai un mot de passe qui va expirer. Et donc pour se connecter, donc si vous allez dans votre compte, que vous allez dans votre tableau de bord, je suis sur le tableau de bord, ici on voit le VPS auquel on a souscrit. Je peux voir son nom, son adresse IP, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter avec. Donc, hop, je me connecte à distance, donc je fais SSH Ubuntu arrobase VPS, yes, et le mot de passe, donc il nous a été envoyé précédemment. Et donc là, on est bien connecté à distance. Ce qu'on va faire pour simplifier les choses, c'est qu'on va se créer une clé SSH et qu'on pourra donc se connecter sans systématiquement avoir la demande du mot de passe. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans CD SSH. Si jamais vous savez rien, vous pouvez le créer. Donc vous pouvez créer le fichier til.ssh. Là, j'ai tout supprimé pour vous montrer aussi comment on peut créer une clé SSH. Donc SSH keygen-t RSSA, ça va me permettre de créer une clé SSH. Et donc si je fais ls, là, j'ai ma clé privée et ma clé publique. C'est celle-ci qu'il faudra mettre sur le serveur euh, sur le serveur de
Hop, SSH, donc add un SSH key serveur, how to add SSH key. Et normalement, il y a un truc qui s'appelle. Hop, c'est pas ça. Ah, c'est celle-ci. La commande, c'est celle-ci. Donc, SSH copy ID, la localisation du fichier, et là, mon serveur donc, que j'ai mis tout à l'heure. Donc, je vais copier ça ici, et il va me demander le mot de passe. J'ai donc ici. Et grâce à ça, lorsque je essaierai de me connecter à distance, il ne me demandera plus le mot de passe. Un autre truc assez sympa, je peux créer un fichier config et à l'intérieur mettre les informations de connexion de ce fichier-là. Donc si je fais ssh config, on va voir les premiers liens, ce qu'on nous propose. Celle-ci, elle n'a pas l'air mal. Alors, je vais créer ça. Je copie ma connexion que j'avais là. Donc le hostname, c'est Ubuntu. Le host, c'est ce VPS là. Je crois que je fais une bêtise là. Je crois que j'ai pas besoin du hostname. Et là, je peux mettre juste un Ubuntu. Et l'identify file, c'est celui-ci. Non, c'est celui-là. Pas du tout, je dis des bêtises, c'est celui-là. Copie. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est pas bien. Il ne faut pas partager cette clé-là, hein. Mais moi, vu que c'est une clé jetable, je me permets. Hop, on s'en fiche, on va laisser comme ça. Et normalement, en faisant ça, ah oui, c'est ça que j'ai oublié. Hostname, on va remettre celui-ci. Et en fait, ici, c'est le nom que vous voulez afficher. Donc ici, par exemple, je peux mettre mon serveur. Comme ça, quand j'irai sur mon CLI, hop, si je fais SSH mon serveur, je serai bien connecté sur le serveur à distance. Ce qui est pratique d'avoir fait cette config comme ça, c'est que si on va dans les remote tunnels, donc en installant l'extension de SSH, remote SSH, quand vous irez dans VS Code, c'est assez pratique parce que ici vous verrez vos configs et vous pourrez donc vous connecter à distance directement avec VS Code. Et donc pour ceux qui sont pas hyper à l'aise avec Nano et Vim, c'est quand même assez pratique de pouvoir faire ce genre de choses. Donc là, je pourrais ouvrir à distance. Donc il installe le SSH sur mon serveur à distance. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Je peux mettre hop, à distance directement sur mon serveur et pouvoir faire les modifications comme je veux. Et en fait, ceux qui sont intéressés, comment ça marche pour les partages de connexion SSH? En fait, ici, il a rajouté ma clé publique et donc il sait que je pourrais me connecter avec cette clé-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter Docker sur notre serveur. Donc pour ça, Docker install, installation Docker Engine on Ubuntu, ça c'est très bien. Et on va suivre le tuto. Donc dans un premier temps, il faut rajouter le Docker repository. Hop, donc on va se mettre là. On va suivre les indications qu'ils nous ont dit. Donc on a un update qui permet de récupérer les nouveaux repos. Il y a une inmac qui est fait là pour récupérer le repo de Docker. Hop, on lance la commande qu'il nous propose. Normalement, si on fait
docker ps, on n'a pas les taux d'autorisation parce que par défaut, c'est avec sudo. Donc si on fait un sudo docker ps qui permet de lister les dockers en cours, on peut les voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le sudo parce que moi, je suis pas très fan du sudo, ou bien on va le laisser. Mais normalement, il y a une explication. Bon, je vais le laisser pour là, mais si vous ne voulez pas le mettre en sudo, il y a une explication sur la doc pour dire comment l'enlever, mais là pour l'instant, comme ils le mettent, comme ça, on va le laisser comme ça. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va lancer un docker run hello world, et là, en docker ps, il n'y a rien parce qu'il est fini ce docker là. Et là, on voit bien qu'il y avait un docker qui a fini il y a 8 secondes. Et là, on voit bien que notre setup Docker est tout bien configuré. Donc l'étape suivante, ça va être de builder notre application avec une image Docker. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une application Next.js. Hop, create avec Next.js, npx, il y a moyen que je ne l'ai pas. Voilà. Moi, j'installe d'habitude NVM, je vous le conseille, mais là pour la démo, je vais installer rapidement NPM. Donc maintenant, je peux lancer ma création. Donc on va laisser à MyApp, laisser en TypeScript, laisser en ESLint, laisser en Tailwind, on va tout laisser. Et donc normalement, on va voir sur notre app que tout s'est créé ici. Mais on va continuer en CLI. En attendant que tout s'installe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la documentation de Next.js, et il a une partie, il y a une partie dans la documentation deploying, et dans le deploying, si on regarde, il y a un self-hosting. Donc là, c'est les trois propositions qu'ils font pour self-host. Donc le node server qu'on connaît, qui est juste un run la containerisation, donc c'est ça qui va nous intéresser, et pour plus tard le static export qui est là. Donc il nous propose d'installer Docker, c'est ce qu'on vient de faire. Maintenant, on va cloner leur exemple qui est là. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est le Dockerfile. Donc le Dockerfile, on va le copier. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans My App, on va créer, donc on va le faire directement sur VS Code. Hop, on va créer un Dockerfile. À l'intérieur, on va mettre ce contenu qui est donc la création de l'image Docker. Je vais vérifier quel node il m'a installé. Donc c'est bien le 18 qui est installé, donc on va le laisser en 18 là. Donc ça, c'est la sélection de l'image de base du Docker, parce qu'en fait, il y a des gens qui nous ont déjà facilité la vie et qui nous ont déjà préparé un conteneur Node, et à l'intérieur, on va pouvoir effectuer des actions supplémentaires. Je ne rentre pas dans le détail ici, euh, mais ceux qui font un peu de bash, c'est assez simple, c'est la continuité des commandes. Ce qui est bien aussi avec Ubuntu, avec pardon, VS Code en SSH, c'est que ici quand j'ouvre, j'ai directement le terminal qui est connecté à distance, donc ça c'est cool. Et donc je vais dans My App, et normalement il nous donne également la commande sur le Git pour créer l'image, qui est donc celle-ci. Mais avant toute chose, on va pas oublier de modifier le module export comme il le demande pour le mettre en output standalone. Ça, je me suis fait déjà avoir. Hop. Et donc dans le next config, on va rajouter le standalone. Et là, on voit que pour builder le conteneur, il faut faire un docker build-t. Donc, hop là. En fait, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui dire dans ce repo-là, il y a
un fichier Dockerfile, prends-le et construis-moi mon image et appelle-le Next.js Docker. Donc je lance ça. Les permissions, je les ai pas, c'est parce que je ne l'ai pas fait en sudo. Et là, je vois que des actions sont faites. En fait, il est en train de me construire mon image. Donc si je fais un sudo docker image, je vois qu'il y a une image qui a été créée il y a 9 secondes, qui s'appelle bien Next Docker. Et c'est cette image-là qu'on va lancer. Contrairement à Hello World de tout à l'heure, elle ne va pas s'arrêter parce que dans la construction de l'image, on lui a demandé de rester active et de continuer à lancer mon application. Là, il reste, mais je veux le détacher. Donc, on va faire. Normalement, c'est pas ça. Je vais le laisser comme ça, juste pour la démo. Je suis surpris qu'il reste en fait. Normalement, il est censé me rendre la main, mais je regarderai après, je dois rater quelque chose. Ce qui va nous intéresser là, c'est que si je regarde de l'adresse IP que j'avais de mon VPS et que je me mets sur le port 3000, je devrais avoir mon application. Donc là, mon application a bien été containerisée, elle est bien lancée. Si j'attaque donc le hostname hostname Timery pour connaître l'adresse IP. Donc ça, c'est un alias pour l'adresse IP. Mais si j'avais mis l'adresse IP exacte, ça m'aurait fait la même chose. Et on voit que je ne suis pas sécurisé encore. Donc c'est ce qu'on cherchera à faire ensuite avec le reverse proxy. Là, je suis assez surpris qu'il ne me rende pas la main. Mais c'est pas grave. Hop. Alors normalement, c'est la fonction avec Docker Compose de détache. Est-ce qu'ils ont un équivalent? Il y a un tiret D, ok, donc là, ok, c'est parce que je l'ai pas mis au bon endroit tout à l'heure. Hop, Donc là, ce qu'il me disait, c'est qu'en fait, je peux pas relancer une image parce qu'il y en a déjà une qui tourne. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la supprimer, ce Docker, et voilà. Hop, et que je vais faire "-f" parce que sinon il ne me laissera pas l'arrêter. Et si je relance en détail, voilà. Donc là, il va plus m'embêter. Là, je vois bien que j'ai une image qui tourne. Et donc, si je retourne sur mon arc et que je rafraîchis, donc voilà, on voit bien que j'ai l'application qui tourne. Donc grâce à ça, on a pu containeriser notre application. Et donc moi, ce que je veux par contre, je veux pas que les gens qui rentrent l'adresse IP puissent y accéder. Donc ce que je vais faire lorsque je vais le run, c'est que je vais pas exposer comme eux le proposent les ports. Et vous allez voir grâce à comment ça s'appelle? Vous allez voir que grâce au reverse proxy, on va arriver à quelque chose de sympa où on ne peut pas accéder depuis l'extérieur. Hop. Alors moi j'ai un alias que j'aime bien, c'est un docker clean. Hop. Et ça me permet de kill tous mes dockers. Hop là. Hop. Je vais mettre directement en admin, comme ça on m'embêtera plus. Voilà. Donc là j'ai supprimé tous mes dockers et même ceux qui étaient arrêtés n'existent plus. Du coup, maintenant, si je rafraîchis, on voit qu'il n'y a rien. Et on va chercher à installer Nginx Reverse Proxy en Docker. Donc moi, je voudrais
un Docker Compose. Donc un Docker Compose, c'est pour que vous évitez à chaque fois de mettre toutes ces options -d, -p, etc. Et donc, on va récupérer le Docker Compose qui est associé à Nginx Reverse Proxy. Ah mais non, je sais pas pourquoi je dis n'importe quoi. C'est Nginx Proxy Manager, c'est pour ça que je ne trompe pas dessus. Et là, Docker Compose. Donc voilà, là on a un exemple directement pour faire hop, un Docker Compose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici et on va créer notre Nginx Reverse. Nginx, ça ne veut pas rentrer, hein. Nginx Proxy Manager ici. À l'intérieur, on va créer un fichier docker compose.yaml. Je bien parler doucement, je mets une ambiance bizarre, non? Du coup, on a le docker compose-yaml qui en fait est une description des dockers qu'on va vouloir lancer. Donc là, dans notre cas-là, il n'y en a qu'un seul, mais c'est cool parce que ça nous évite d'écrire les -p8080, -p443, -p nanana, et aussi les -v qui devraient nous dire le volume. Et donc les volumes avec Docker, ça permet d'avoir des rétentions d'informations, donc des informations permissives entre les redémarrages. Et donc ici, une fois que c'est fait, si je vais dans mon Nginx Proxy Manager et que je fais un docker compose up-d, ça ne veut pas rentrer aussi le sudo, up. Donc là, il va pull l'image. Donc là, vous avez vu qu'on n'a pas fait un Dockerfile, donc on n'a pas créé une image particulière. C'est quelqu'un qui nous a déjà préparé notre image. On a dit qu'il y aurait un restart toujours jusqu'à ce que nous-mêmes on le stoppe. Donc ça, c'est pratique aussi pour relancer les applications. Et de même pour les ports, ça j'en ai déjà parlé. Et du coup, si on suit la doc de Nginx Reverse Proxy, change me. Donc en fait, si on va sur hop, ici, et donc si on va sur le port, si on va sur l'adresse IP de notre application et qu'on cherche le port 81, on va arriver sur la partie administration de notre Nginx Reverse Proxy. Par défaut, le nom d'utilisateur c'est admin et le mot de passe c'est change me. No. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Ok, pas de problème, je vais changer. Je vais laisser, s'il veut bien. Très bien. Donc là, j'ai un utilisateur. J'ai laissé change me pour l'instant parce que comme je ne suis pas encore un HTTPS, je préfère ne pas changer le mot de passe. Mais ce qu'on va faire déjà pour commencer, c'est qu'on va setup lui-même pour que lui ait une... Et je dis des bêtises parce qu'en fait, comme on n'a pas encore de nom de domaine, on ne peut pas faire ça. Donc justement, l'étape qu'on va faire maintenant, c'est de rajouter un nom de domaine pour nous permettre de setup le reverse proxy, parce que comme on n'a pas de nom de domaine, on ne peut pas faire de reverse proxy. Donc pour ça, de même que tout à l'heure, je vais aller sur OVH pour acheter un nom de domaine. J'ai vu que U2 était disponible, ce qui m'enchante. Je vais donc acheter ule.com et on va acheter tant qu'à faire ule.fr. Hop. Ok. Poursuivre la commande. Donc moi j'ai pas besoin d'option. Poursuivre la commande. Suivant. Payer. Donc j'ai coupé parce que
Du coup, j'ai coupé parce que c'était la partie paiement et je vous laisse rentrer vos informations de paiement comme tout à l'heure. Euh, Surtout qu'il avait écrit les adresses et tout ça, donc plutôt que de faire un montage, j'ai préféré couper. Donc payez normalement et lorsque vous revenez sur votre tableau de bord, après avoir attendu de la même façon que pour le serveur, vous allez recevoir un mail de confirmation qui vous dit que tout est bon. Et donc lorsque vous reviendrez sur votre tableau de bord, si vous allez dans les parties DNS, donc votre nom de domaine, vous allez avoir ici vos noms de domaine. Et si je vais sur le hule.com, je pourrais ici rentrer des informations. Donc ce que je vais faire ici, c'est que le hule.com, en fait, je sais pas c'est quoi cette valeur-là qu'ils mettent par défaut, mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en hule.com le hostname-i là, donc cette adresse IP là, modifier entrée et modifier entrée et je vais mettre en cible ça, valider. Donc c'est celle de type A. Si je fais ping hule.com, normalement il y a un petit temps pour que ça s'adapte, mais là non, ça se fait direct, donc ça c'est top. Donc quand on fait un hule.com, on arrive directement ici, et ce qu'on va rajouter aussi, c'est une nouvelle entrée. Pardon, ce qu'on va faire même directement ici, modifier entrée, pour dire que c'est tous les sous-domaines qui pourront aller sur ce nom de domaine là. Donc normalement si on refait un ping hule.com, on arrive bien ici, et là quand on fera par exemple un nginx.hule.com, on arrivera bien aussi au bon endroit. Ça à vérifier parce qu'en fait il y a une temps de propagation, donc s'il faut ça ne suffit pas de le faire qu'une fois. Peut-être que si vous avez le bug, il faudra peut-être déclarer une fois avec le wildcard et une fois sans le wildcard. Là j'avoue que j'ai un petit doute, c'est comme je connais pas OVH, peut-être qu'ils le font différemment. En tout cas, ça va nous permettre ici de créer un nginx.hule.com, entrée, et ici on va aller sur le localhost. J'ai un problème, localhost 81, tout simplement parce que l'administration de Nginx est sur le port 81. On va pouvoir rajouter un certificat SSL, le forcer, valider et save. Donc là, c'est un peu long parce que c'est la création du, du certificat qui prend un peu de temps. Mais une fois qu'il est fait, ce sera plus rapide. Et donc là, si je clique sur nginx.hule.com, on peut voir que j'ai mon certificat qui est fait. Et donc, je peux rentrer ici mes données. Donc, moi, je vais laisser change me. Ah, je vais créer change me. Et donc, à partir du moment où, par contre, j'ai change me qui est mis, là, je peux changer mon mot de passe parce que maintenant, on est en sécurisé. Donc, je change mon mot de passe. Hop, comme ça, on ne pourra pas venir changer mon administration. Et c'est ici que maintenant, on va aller créer notre configuration pour les autres sites. Maintenant, on va revenir sur une configuration par rapport au Docker Compose de Nginx Proxy Manager. L'objectif, ça va être de ne pas ouvrir tous les ports qui correspondent à chaque application pour ne pas faire en sorte que on puisse accéder avec l'adresse IP de le port aux applications. Donc là, par exemple, tout à l'heure, j'avais montré qu'avec l'adresse IP de .3000, on pouvait y accéder. Là, avec cette configuration-là, ce ne sera pas possible et donc ce sera plus safe. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer un réseau interne
qu'on va appeler Nginx. Pardon, ça c'est pas la connexion, hein, c'est pour s'y connecter justement. Et ce qu'on va faire pour créer le réseau interne, c'est qu'on va créer justement sudo docker nginx. Voilà. Sudo docker network create nginx, et lui on va lui dire d'aller s'y connecter. Je crois qu'on fait comme ça. Et qu'on fait un truc. Je sais pas pourquoi je fais ça, parce qu'en fait je l'ai fait tout à l'heure dans mon clipboard, donc plutôt que de tricher, hop, on va faire ça. Voilà. Donc on va dire à ce service qu'il peut se connecter au network nginx, et on va expliquer que le network nginx il est externe. Donc je reviens sur nginx proxy manager et je peux refaire un docker compose up-d. Ça c'est l'ancienne version, on avait le tiret, là il n'y est plus. Maintenant, on va créer un Docker Compose pour mon app. Ça m'évitera à chaque fois de mettre des configs en command line, et c'est cool pour le garder. Donc j'ai copié toute la config et on va aller jouer avec. Donc tout ça, il n'y en a pas besoin. Ce qu'on veut, c'est next, comment on l'a appelé? C'est next.js docker. On lui dit qu'on veut le restart systématiquement et qu'il y a pareil la connexion au réseau. Donc je up, et là si je regarde les dockers que j'ai, on peut se poser la question de pourquoi il n'y est pas. Et c'est simple, c'est parce que j'ai fait un docker compose up dans le dossier nginx proxy manager, alors qu'il faudrait que j'aille dans my app et que je refasse un docker compose up, et là on va voir qu'il y est bien présent et que le port 3000 n'est pas ouvert. Et donc ça veut dire que... Alors, faut que je rerange mes petites pages. Hop là. Ça veut dire que si jamais je vais sur 57.2.3000, je ne peux pas y accéder. Maintenant, on va donc le rajouter dans les proxy hosts. Donc je vais l'ajouter. On va dire que c'est site.ule.com. On va le mettre. Donc ça va être le nom du Docker et le port à attaquer. Comme c'est dans le même réseau, on devrait pouvoir y accéder. Du coup là, si je vais sur le site, on voit que je suis bien en HTTPS et que j'ai mon site.ule.com qui existe, et je n'ai pas eu à redéclarer en fait site sur OVH, parce que comme j'ai mis le wildcard, lui il sait que n'importe quoi qu'il y a devant ULE, il le met, il le redirige sur l'IP que j'ai rentré, qui est donc celle-ci. Voilà pour la partie sécurité. Je vais mettre quand même cette config là des deux fichiers. Je vais en faire un GitHub. Je le mettrai en description juste pour que vous puissiez récupérer les fichiers comme vous voulez, que vous ne soyez pas embêtés. Et puis c'est quand même plus simple. La suite. La suite. Je crois qu'on arrive en fait au bout
ce qu'on devait faire. Donc on est capable de faire. On est capable d'enregistrer un nom de domaine, de le faire pointer au bon endroit et de faire des applications comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire vite fait à la volée une seconde application pour montrer hop, que ça marche bien. Je vais faire myapp2. Là. Je pense que c'est ça. Tac. Et donc là, on relance la commande. Et donc, encore un sudo. Et donc on relance la génération de l'image. Donc celle-ci devrait mieux se passer. Et on va en profiter pour modifier quelques trucs juste ici. On va faire app-next. On va laisser comme ça. Parce qu'en fait, lorsqu'il crée les services avec Docker Compose, il prend le nom de dossier supérieur. Donc on aura un truc genre myapp2. Donc pas de problème. Donc là, si je fais sudo docker ps, non, docker image, j'ai bien une image qui vient d'être créée. Et donc c'est juste là où il faut faire cette modification-là pour avoir la deuxième image. Je fais un sudo compose -d pour start. Je vais dans mon nginx et je vais créer un site de.ule.com et du coup sudo docker ps-a et ici j'ai mon app2. Donc voilà, comme j'avais dit, il y a myapp qui était à la base le nom du dossier supérieur app1. Et là on va se mettre aussi sur le port 3000. On va générer un certificat, on le forcera en SSL, on est d'accord, on save. Et donc là, si on ouvre le site 2, on a bien un deuxième site. Hop. Alors, où c'est que j'ai mis site 2? Ah, bien joué, Fab. Alors, ah oui, il est bête. Je vais renommer quand j'ai fait la modif. On va dire qu'on ne se fait pas confiance. On commence. Hop, ça devrait aller plus vite sur la génération de l'image. Parce qu'il garde en cache en fait certaines commandes. Hop, sudo docker compose. Hop, -d-force recreate pour être sûr qu'il prend bien la nouvelle image. Et donc là, si je rafraîchis, on voit que j'ai bien myapp2. Donc là, on a deux apps qui tournent sur le même serveur. Donc c'était quand même intéressant de s'être trompé parce que je n'avais pas expliqué qu'il faudrait faire un force recreate si jamais vous cherchez à refaire le Docker. Donc voilà pour deux applications. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une dernière app
mais elle, par contre, on va la faire avec la dernière méthode qui, dans l'application, dans la documentation, permet de ne pas faire les Docker, mais dans lequel on n'a pas le server-side, pardon, dans lequel on n'a pas les server actions. Donc si je fais Docker Next.js statique HTML export, donc il est là. Donc je vous laisse lire la doc pour voir si pour vous c'est bon. Il y a certaines features qui ne sont pas possibles. Je crois que l'optimisation des images n'en fait pas partie, si je dis pas de bêtises. Donc on va faire un static export. Donc pour ça, dans la config de Next, il faut décrire que on veut un export plutôt qu'un standalone par rapport à tout à l'heure. Donc on va mettre une application 3. Dans la config, on va mettre qu'on veut faire un export. Hop, que dit la doc? Ensuite, on va faire un next build et ça va nous générer un fichier out. After next build, ah oui, donc le package JSON, il nous dit quoi pour build? npm run build. Et donc là, on devrait avoir notre bundle de pack. Donc ça y est, le build est terminé, ça nous a bien généré un out. Ce out là, on va pouvoir le mettre, donc il faut qu'on arrive à le mettre dans un fichier de Nginx Proxy Manager pour qu'il y accède. Moi, donc là dans le Docker Compose, en fait on a mappé un fichier et donc le contenu de slash data dans le Docker de Nginx Proxy Manager recopie exactement le dossier qui est à côté. Et de même pour Let's Encrypt. Il y a un moyen de rentrer dans les Docker. Et donc du coup je peux faire sudo docker exec -it et là je vais rentrer là-dedans. Exec -it bash pour dire qu'on va rentrer avec du bash. Et donc là on est dans le Docker et il y a un slash data. Si on regarde le slash data, il y a access custom SLSL. Et donc tous ces fichiers là c'est les mêmes qu'on retrouve ici. Donc moi ce que je vais faire pour tricher, c'est que je vais créer un dossier site à l'intérieur. En vrai il aurait fallu, on va bien le faire, on va bien le faire, on va bien le faire. Ce qu'on va faire c'est qu'on va recréer un slash site qui sera mappé sur slash site. Et donc là, si je vais sur mon Nginx Proxy Manager, que je fais un sudo, on n'aura pas 10 fois non plus, sudo docker compose up-d pour mettre à jour, on devrait voir le dossier qui apparaît ici, voilà, site, et comme il est vide, il n'y a rien dedans. Ce que je vais faire moi maintenant, c'est que je vais copier le out directement dans ce site-là. Ah, je ne peux pas le faire apparemment. C'est parce qu'il n'est pas en sudo. Il n'est pas en sudo, donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est sudo cp myapp-2 et on va le mettre out. Il faut aussi mettre le -r et on va le rentrer dans site et on va l'appeler app3. Donc ici il y est maintenant.
Voilà. Et du coup, on va aller modifier notre configuration Nginx pour rajouter un troisième site. Donc on va l'appeler site3.ule.com. On va dire par contre que là c'est un localhost 80 pour dire qu'il se vise lui-même. On va rajouter un certificat comme d'habitude. Et là, au lieu d'accepter de suite, en fait, on va rajouter une config pour lui dire que sa localisation à lui se trouve dans local root site app3. Je crois que j'avais mis un tiret. J'avais mis un tiret. Et je vais enregistrer. Donc pareil, ça va prendre un peu de temps la première fois parce que il crée le certificat. Et normalement, si je vais sur site 3, j'ai bien mon app 3. Et donc là, on est avec un statique et on n'a pas besoin d'avoir un Docker, mais on perd toutes les fonctionnalités de Next. Et normalement, on a tout. Donc la promesse est tenue de départ. On sait faire une image, déployer un reverse proxy, créer un VPS et connecter son nom de domaine dessus. Et notre petite option en plus, c'est qu'on sait comment faire un static HTML export. J'ai fait le montage en même temps que je faisais la vidéo. J'ai bien vu que le ton de ma voix est moins fort qu'au début. Je parlais peut-être un peu fort au démarrage. C'est ma première longue vidéo. On se rend vraiment pas compte de à quel point c'est long en fait de tourner des vidéos. Mais j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me faire des retours sur des choses qui sont pas claires ou des choses qui peuvent être améliorées. Euh, et n'hésitez pas à me faire un retour aussi sur le, les prochaines vidéos qui pourraient vous aider ou bien sur lesquelles on pourrait discuter. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui était assez longue et à bientôt.